Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. Des familles qui abritent en leur sein des cas sociaux sont déséquilibrées parce que, faute de moyens financiers pour assurer la santé de ces derniers. Leur passage à Regard social reste l'une des grandes solutions, même une seule occasion pour cela de se trouver une place sous le soleil. Ce soir, nous allons revisiter quelques cas sociaux dont les solutions peinent à être trouvées parce que ce sont des cas déjà diffusés sur les antennes de cette émission d'Equinox Télévision et dans le cadre de cette émission Regard social, des cas qui vont susciter en vous sans doute une autre façon de contribuer, une autre façon d'apporter votre aide à ces derniers parce qu'ils en ont besoin. Une fois encore, bonsoir et bienvenue, c'est Regard social. En ouverture de cette édition, c'est une famille de 7 frères en prison depuis plusieurs années aujourd'hui et qui, à la suite d'un meurtre qui a secoué toute une famille, justement, et bien sûr, ces personnes qui se sont retrouvées en prison, c'était justement à la suite de ce meurtre-là, survenu le 23 décembre 2003 à Bouda, chef-lieu des Bamboutos dans la région de l'Ouest Cameroun. Que s'est-il passé réellement pour que ces personnes se retrouvent en prison et pour qu'il y ait une affaire de meurtre? La réponse donc à cette question se trouve dans ce reportage. Sur les traces des cas sociaux. Dans ce paysage verdoyant, l'équipe de reportage de Regard social explore les arcanes de l'Ouest Cameroun. Environ 300 km de route déjà parcourus, partant de Douala pour Bouda, dans le département des Hauts-Plateaux. Après quelques heures de voyage, nous entrons dans la ville de Bouda. Ici, la gare routière de Bouda. Des personnes vaquent librement à leurs occupations. Au quartier Bamesenge, lieu dit Camberto, cette concession a connu une nuit tragique. Une nuit bouleversante. Une nuit qui a changé le destin de toute une famille, à jamais. Souffrant, sans abri. Les orphelins de paix et de paix, nous n'avons pas où aller. C'était dans la nuit du 23 au 24 décembre 2003 à Bouda, aux environs de 2 heures de la nuit, alors que le chef de cette maison venait à peine de rentrer. Face à ses bourreaux, la victime aura tout proposé pour sauver sa vie. Cette nuit-là, les gens là sont venus casser la porte. Ils comprennent seulement un grand bruit sur la porte, boum. La porte se casse maintenant, les gens entrent. Les gens entrent, c'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut. Ils disent que non, pardon, prenez les clés de la voiture. Ils ont dit que ce n'est pas ça qu'on veut. Ils disent que le chef, il dit que non, c'est pas ça qu'on veut. Ces deux épouses, réveillées brutalement et impuissantes face aux atrocités subies par leur mari et perpétrées par des sans-foi-ni-loi, ont néanmoins alerté la police. Ma grande sœur a appelé, ils m'ont appelé là-bas au commissariat. Avant que les gens, la police n'arrive ici, que les gens là, on veut déjà sauter sur la toiture pour fuir. C'est la police qui est venue entrer pour voir. Elle était déjà couchée là-bas dans le sang comme ça. On lui a trouvé déjà mort. Parce que c'est comme s'ils ont fait juste tirer quelque chose ici à l'intérieur. Parce qu'il y avait un gros trou ici. On lui a trouvé déjà poignardé. Je ne sais pas si c'était le poignard ici. Là. On a percé ici. Ici là. Ma grande soeur était ici dedans avec les enfants. Ils ont commencé aussi à crier. Appeler partout. Personne ne m'a venu, même les voisins ne sont même pas venus. C'était comme ça. Papa Fontep Eli n'est plus. Il est mort assassiné à 60 ans, devant ses épouses et dans son domicile. Cette concession a connu une nuit tragique. Une nuit pas comme les autres. Une nuit noire pour la famille Fontep. Que s'est-il passé? Pourquoi l'instituteur a-t-il été assassiné? Toutes ces questions ont préoccupé les juridictions. Et Rose fait partie des premières personnes à avoir été interpellées après le meurtre. C'était le mari de ma grande soeur qu'on avait tué. Et quand je suis arrivé au village pour le deuil de ma tante,
On nous a envoyé les convocations, on nous a donné, moi et mes grands frères. On nous a tout pris, que c'était pour les enquêtes. Nous sommes partis maintenant à Bouddha, à la brigade de terre de Bouddha pour les enquêtes. Arrivant là-bas, on nous a souvent tout retenu. J'avais un bébé d'un an, 4 mois en mai. On nous a enfermés là-bas à la brigade de terre de Bouddha. J'ai fait 2 semaines là-bas avec mon bébé. On dormait au sol. L'enfant pleurait, moi je pleurais tous les jours. Tous les jours. C'est mon mari qui est venu maintenant négocier. Avant qu'on m'a laissé. Qu'on ne savait pas qu'il y avait une femme jusqu'à avec un enfant. Qu'on croyait que c'était tous les hommes. On m'a laissé maintenant. Je suis rentré à Douala. Henriette Damboye, fille de la seconde femme du défunt, à son tour sera interpellée. Assassiné mon père, le mari de ma mère, dans la nuit du 23-24 décembre 2003 à Bouddha. À l'époque des faits, moi j'étais élève et inspecteur de police. À peine j'ai fini ma formation, ils m'ont même pourchassé jusqu'au centre d'instruction. Ils m'ont convoqué. Je me suis présenté, on m'a placé directement sous mandat de dépôt avec une grossesse de 6 mois. J'ai fait 3 mois d'emprisonnement ferme. Et après, on m'a libéré pour non-assistance à personne en danger. Malgré tous les plaidoiries des avocats, ils n'ont rien suivi. Malgré notre innocence qu'on a fait clamer jusqu'aujourd'hui, ils n'ont voulu rien entendre. Et voilà ma maman qui est restée incarcérée jusqu'aujourd'hui. 4 personnes ont été mises aux arrêts, soupçonnées d'avoir éliminé le mari de leur sœur. On nous avait pris à 4. C'est au fur et à mesure qu'ils prenaient encore les autres. Que c'est nous tous qui nous étions à mélanger pour tuer le mari de ma grande sœur. Des enquêtes se sont poursuivies, enquêtes au terme desquelles plusieurs membres de la famille ont été retenus pour la même cause. Fonkone Pierre, 54 ans, 2 femmes, père de 7 enfants. Kepiewo Marie, 60 ans, deuxième épouse du défunt, mère de 6 enfants. Tétan Richard, 72 ans, 4 femmes, père de 23 enfants. Potoluc, 59 ans, 3 femmes, 21 enfants. Pouwo Joseph, 64 ans, 4 femmes, 2 divorcés et père de 7 enfants. Fopening Ibrahim, 65 ans, 2 femmes et père de 11 enfants. Nambo Donatien, 45 ans. En fin de compte, 7 frères seront condamnés à vie. Tous issus d'un même père. Le destin de toute une famille brisé. Brisé et jeté à la prison principale de Bouddha. Jadis, prison coloniale des Bamboutos. Ici, les 7 frères de la famille condamnés à vie subissent les affres de la surpopulation carcérale. Par ailleurs, principal problème des maisons d'arrêt au Cameroun. Sous vos yeux, Nambo Donatien, libéré 10 ans après. Le jeune homme de 40 ans, désespéré, est le cadet des frères condamnés à vie. Condamné pour la même affaire, il vient de passer 10 ans de prison dans cette maison d'arrêt de Bouddha. Et on m'a donné la peine de mort. C'est la peine de mort qu'on m'avait donné. Et je suis rentré à prison. Mais peut-être qu'ils m'ont trompé. Que je mens sur le nom de mes frères pour qu'on me condamne. Donatien avait-il été contraint de donner un faux témoignage contre ses frères? Le jour où je suis arrivé, mon enquête que j'avais donné, ils ont barré ça. Ils ont commencé à me torturer jusqu'à... j'ai fait 1 mois, 3 jours. On m'a forcé de me torturer, j'ai accepté le faux. À cause de l'arme qu'on a mis, on devait me tirer avec. J'ai accepté le faux. Et là-bas, on dit que là-bas, si devant le procureur, je change la carte, on va me tirer 1 fois. Et devant le procureur, tout ce qu'ils m'ont dit à la compagnie, je suis accepté. Le retournant m'a dit, je suis accepté. Avec le temps, il s'est rendu compte qu'il a été dupé. Donatien a cru aux promesses finalement non tenues à cause de son ignorance. Je suis arrivé, quand on nous a connus, quand on disait que la peine de mort, j'étais seulement en joie. Peut-être on m'a donné un petit peu. Donc, la peine de mort, ça veut dire que tu vas mourir en prison. Je ne sortirai plus un jour.
qu'on devait me laisser. J'ai menti sur le nom de mes frères. Pour finir, on m'a seulement condamné. C'est là où j'ai fait l'appel au Baboussam. À Baboussam, on nous a jugé de 10 ans chez moi, jusqu'à aujourd'hui. Mais voici que je sors de la prison aujourd'hui. Donc tu as pigé les 10 ans? J'ai pigé les 10 ans. Vous êtes libre? Je suis libre aujourd'hui. Le jeune homme, qui respire désormais l'air de la liberté, a laissé une partie de sa famille en prison. Ses 6 frères, condamnés à vie. Les titans Jean-Richard, Fapo Luc, Pouwa Joseph, Fakode Pierre, Fapine et Ben, Capture Marie. Ça, j'ai laissé derrière moi. Ils sont encore assis ça. Ils ont la paix de mort. Ils ont la paix de mort. Ils ne connaissent pas les jours qui vont sortir. Sont-ils véritablement coupables, 14 ans après? Le destin d'une famille brisée. Affaire à suivre. Et ce n'est pas tout. La vie au village, et notamment les épouses laissées par ses frères, par des frères en tout cas, les frères issus d'un même père, aujourd'hui dans des difficultés de vie parce que leurs maris, leurs époux se trouvent en prison depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Elles n'arrivent plus à vivre normalement, elles n'arrivent plus à élever leurs propres enfants parce que aujourd'hui l'école n'est plus dans le langage de ces familles. Difficile justement pour ces familles. Comment est-ce que ces femmes vivent au quotidien? Nous sommes allés rencontrer ces dernières dans ce reportage. Vous allez découvrir et écouter des témoignages choquants et poignants. Juste après, nous allons accueillir notre premier invité. Et voici l'équipe de Regard Social en route pour Babendjin, village situé à 37 km de Bouda, chef-lieu du département des Bamboutos, à l'ouest Cameroun. La route qui mène à ce groupement est un vrai parcours du combattant. « 37 km à couvrir en plus de 4 heures d'horloge à bord d'un taco aux fortunes diverses tout le long du trajet. En dépit de toutes les péripéties du voyage, Regard Social est enfin au carrefour Babendjin, plus précisément à la place du marché de Mbengye. Loin d'être au bout de nos peines, la moto, c'est le seul moyen pour rallier notre destination finale. Et au bout d'une quinzaine de minutes, nous y voici enfin, à la vaste concession de la grande famille Tétan. Seuls des oiseaux rompent le calme et le silence qui règnent ici. Dans cette cour, tout le monde a perdu la voix devant une détresse incompréhensible qui habite la grande famille Tétan depuis 2004. Mayole, yele, mama yole. 2004. Date de condamnation à mort d'une fratrie de 6 personnes au motif d'assassinat de leur beau-frère, le nommé Fontep Eli. Depuis cette condamnation au couloir de la mort et détention à la prison secondaire de Bouda, la grande famille Tétan est sans guide, abandonnée à la seule gestion quotidienne des femmes de cette immense concession, privée de ses principaux piliers, de vaillants hommes qui portaient le poids de cette famille et tous ses sous-ensembles. Oh, yelele, mama yolele. Dans la concession de Tétan Jean-Richard, le chef de famille et successeur a aujourd'hui 70 ans. Ses 4 femmes inconsolables et 23 enfants, tous en perdition et sans avenir. Depuis l'an 2004 qu'on a arrêté mon mari pour aller en prison avec.
Je marche comme ça, je ne sais pas là où je me trouve. Je suis comme ça, dépassée. Rester dans une concession sans homme, ce n'est pas facile. Nous souffrons trop. Si vraiment nous n'étions pas les femmes qui restent aussi comme ça, comme les vraies femmes, c'est que vraiment, même s'il peut rentrer, il ne peut pas nous trouver tous. Ce qui me fait pleurer, c'est parce que je pense trop à mon mari. Je me couche souvent, je ne dors pas, je réfléchis trop. Je ne sais pas là où se trouver les enfants. Mayolé, ielele, maman yolele. Chaque femme y va de ses capacités et forces pour sauver ce qui peut encore l'être. Hélas, elles n'ont pu rien faire pour la case principale de Teta Richard qui s'est effondrée petit à petit sous leur regard impuissant. J'ai perdu beaucoup de choses depuis 14 ans que mon mari est quitté à côté de moi là. Les enfants souffrent beaucoup. Ils sont quittés, ils sont laissés toutes les classes. Ils sont tous dispersés. Tout à côté du chef de famille, la concession de Fopo Lucas, 58 ans, 3 femmes avec un bataillon de 21 enfants. Le ciel lui est tombé presque sur la tête en plein jour. Sa maison est tombée en ruine, une de ses épouses décédée, sa vingtaine d'enfants sans lendemain meilleur à l'horizon. Sa sœur aînée, Rose Pénoante, est devenue le seul soutien moral et réconfort de ses 2 épouses. Je ne suis pas à l'aise, même un peu comme ça. Même un peu comme ça. S'il était là, sa femme ne devait pas mourir sans qu'il voie. Je suis là maintenant comme ça. Je vais faire quoi dans ma vie? Je suis le premier fille à ma mère. Là où je sens déjà la vieillesse sur moi, je peux avoir quelle force pour faire quelque chose sur les enfants de mon petit? Je peux avoir quelle force? Je suis la première femme de Fopo Lucas. Ça fait 14 ans qu'il est en prison. On a perdu 4 enfants ici. Et nous avions encore perdu une autre co-épouse, Bernadette. Il y a la tombe d'un enfant de 15 ans ici. J'ai beaucoup souffert avec les enfants. En partant à prison, mon dernier bébé avait seulement 3 semaines. Il est parti comme ça, me laissé avec les enfants. Les enfants ont tous disparu. Ils ont tout laissé le corps pour aller au quartier. Ils ont tout perdu. Oh, ielele, maman yolele. Dans ce malheur qui a frappé cette grande famille, Tokone Pierre, 53 ans, ses 2 épouses et leurs 7 enfants n'échappent pas aux souffrances qui broient leur famille depuis des lustres. Je souffre avec les enfants, la maladie, tout genre de maladie, les problèmes. Et mon père est même mort. J'ai fait le deuil de mon père, moi seule. Moi seule. Je suis devenue veuve sans être veuve. Je suis devenue veuve sans être veuve. Non, 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 non. Sur le plan traditionnel, l'absence du chef de famille de cette grande concession paralyse la pratique des us et coutumes héritées de son défunt père. Meñipe Eli et Proquignon Denis ne sont pas toujours initiés au rite de succession qui leur ont été assignés. Depuis que notre père est en prison, tous les malheurs nous arrivent et nous ne savons pas comment faire pour vraiment gérer ces problèmes. On a des mariages, des beaux qui se sont disparus, qui sont morts et c'est nous qui nous défendons pour résoudre tous ces problèmes. L'absence de papa Teta Jean Richard, qui est le chef de famille, est vraiment trouble toute la famille parce que tous les enfants sont en épave, même les frères qu'on a perdus entre-temps viennent de son absence puisqu'ils ne fréquentent plus. D'autres sont devenus, même, on peut même dire, des bandits. Oui, et nous qui sommes restés au village là, moi-même j'étais à Yaoundé, j'étais obligé de revenir un peu supporter son représentant là. Congion, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know.
Sur cette photo des 6 condamnés à mort, une femme, Kefiewou Marie, 59 ans, c'est la veuve Fontep Eli, la principale mise en cause dans l'assassinat de son mari. Elle a été jugée et condamnée à mort avec 3 de ses frères. Sa fille raconte. On a assassiné mon père, le mari de ma mère, dans la nuit du 23 au 24 décembre. À l'époque des faits, moi j'étais élève et inspecteur de police. À peine j'ai fini ma formation, ils m'ont même pourchassé jusqu'au centre d'instruction. Mais Dieu n'a pas voulu que je perde mon travail. Juste après la sortie, ils m'ont convoqué. Je me suis présenté, on m'a placé directement sous mandat de dépôt avec une grossesse de 6 mois. J'ai fait 3 mois d'emprisonnement ferme. Et après, on m'a libéré pour non-assistance à personne en danger. Une femme qui prend ses frais consanguins pour aller tuer son mari, est-ce possible? Et le mobile du crime, c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais trouvé le mobile du crime. Parce que c'est ma mère qui était la plus nantie de ce ménage. C'est elle qui était la plus nantie. Elle a tué son mari pour prendre quoi? Alors que c'est elle qui subvenait aux besoins de toute cette famille. Non, 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 non. La célérité d'un procès presque kafkaïen continue d'étonner les femmes de cette concession, y compris les 3 veuves du défunt père de toute cette grande famille. Pour elles, leurs époux et enfants purgent la peine capitale d'un assassinat qu'ils n'ont pas commis de près comme de loin. Je ne sais même pas le pourquoi que mon petit sont en prison. Les jours que l'assassination passait en Bunda, mon petit était en prison à l'hôpital Bamendji avec l'enfant. L'enfant a déjà 15 ans. Il était à l'hôpital. Dès quand ils sont rentrés, suivis que le mal s'est passé à la grande sœur, ils sont partis enterrer l'homme. Et je ne sais pas le pourquoi, par derrière, on est venu ramasser tous les gens dans la concession et cogner la porte dans la nuit et enlever les gens pour partir. On pensait que c'est les problèmes d'enquête. Et les enquêtes deviennent maintenant la condamnée à mort, sans motif. Comment veut-il qu'une vieille maman comme ça, si on a porté tous ses enfants et mettre en prison pour rien, sans motif? Tu donnes ta fille à quelqu'un pour aller les tuer, pourquoi? Toute la famille et ce groupe allaient tuer une seule personne, mes frères. L'affaire si m'a trop écrasé. Parce que je ne vois pas un dossier qu'on peut dire que quelqu'un veut tuer son mari, il ne tue pas. Il a invité toute sa famille et pas. Sans quelqu'un qui demande que tu tues ton mari, pourquoi? L'affaire si m'a trop dérangé. Le jour qu'on tuait papa Eli dans la nuit, j'ai passé cette nuit ensemble avec mon mari à l'hôpital. Parce que notre enfant était malade. Et le matin, mon mari est sorti, monté à l'hôpital, monté au marché, acheter quelque chose pour que le malade mange à l'hôpital. Il est arrivé à l'hôpital, au marché. Il a compris qu'on a tué le beau papa Eli à Bouddha. Il est rentré à l'hôpital, me dit, vraiment, je suis arrivé au marché, j'ai compris quelque chose, je suis même paralysé. Je lui ai demandé c'est quoi. Il m'a dit, quand il a appris qu'on a tué papa Eli, chez lui à Bouddha. Je dis, oh, qu'on a passé nuit ensemble à l'hôpital. Des 6 condamnés à mort, Donatien Nyambo a joué un rôle trouble dans la condamnation de ses proches. Manipulé à coups de promesses de 2 millions de francs CFA, une maison bâtie et un mirage de voyage pour la France, le jeune de 43 ans sort d'une peine de 10 ans. Revenu au village, son quotidien est un fagot de regrets. Je regrette parce que là où je suis là, ma vie est tout foutue. Tous mes petits frères sont déjà tout mariés, construits leur maison. Mais voici que je suis là. Je ne me suis pas encore construit ni la femme, ni pas l'enfant, ni d'enfant. « 14 années sont donc passées entre pleurs, tristesse, amertume et surtout espoir de voir un jour leur père, sœur, mère, enfant revenir à la maison. Mais alors, osent-ils rêver de cela? La sentence non négociable du tribunal leur empêche d'y penser. Toutes les voies de recours ayant été épuisées avec confirmation de peine à la Cour d'appel de l'Ouest et la Cour suprême du Cameroun. Là où je suis, nous souffrons. Nous vous demandons beaucoup de nous aider. Notre mari ici en prison. Si un jour vous pouvez avoir pitié de nous et nous libérer,
le libérer pour qu'il rentre regarder sa concession et sa famille. Le seul espoir, en dehors d'un miracle de Dieu, qu'elles n'ont cessé d'implorer, c'est la grâce présidentielle de Paul Biya. Il n'y a que le chef de l'État pour sauver cette famille maintenant. Cette famille crie au père de la nation, le père des orphelins, avec la première dame. Le cri de cœur est donc lancé. Toute la famille Tétan a désormais les yeux rivés vers le palais d'Etoudi, en attente d'une action du président Paul Biya, chef suprême de la magistrature, pour faire libérer leurs proches. Et voilà donc la vie, des vies en tout cas, abandonnées carrément en prison, des familles abandonnées en prison, des enfants d'un même père, 6 aujourd'hui, au départ 7, parce qu'il y a un qui a passé 10 ans, il est finalement sorti. Et ses frères sont restés dans cette maison d'arrêt. Sur ce plateau avec nous, Maître Tchegelu Bernard, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et lorsqu'on préparait ce programme, on vous a invité, on a discuté sur le sujet. Vous vous êtes dit, il fallait que vous soyez là. Effectivement, je pense qu'une fois de plus dans cette séance de partage avec les auditeurs de Equinox Soir, nous serons une fois de plus appelés à donner notre point de vue sur cette situation aussi triste et aussi alarmante et qui interpelle tous les juristes à remuer les méninges et à se poser la question s'il n'y avait pas des voies et moyens pour revenir sur ce procès qui est qualifié de kafkaïen au regard de l'ordonnancement juridique camerounais. Et nous pensons qu'effectivement, face à la témérité, à la manière cavalière que la procédure s'est passée, sûrement il y a une piste que nos OPJ n'ont pas eu à explorer pendant les enquêtes. Et je pense que la voie de la reformation pouvait également, dans l'attente de la grâce présidentielle, donner de l'espoir à cette famille. Surtout qu'on a un élément sonore concernant le Benjamin qui a été acquitté en cours de procédure, qui a eu 10 ans, n'a pas été acquitté. Sa peine a été revue à 10 ans de prison, mais il précise qu'il avait été manœuvré et que ses aveux avaient été estorqués sur le fallacieux promesse des sommes d'argent et d'un voyage hors du Cameroun. Il s'agit là des indices forts qui pouvaient provoquer d'office l'administration, le ministère de la Justice de solliciter la reformation de un nouvel examen de la cause qui devait aboutir à la reformation de cette décision. Alors, vous entendre parler, on a l'impression qu'il y a un agenda caché. Sûrement, à la lecture du reportage tel que nous venons de le suivre, il y a quelque chose qui a échappé à l'éclosion de la vérité dans ce dossier. Certes, il y a eu mort d'homme, mais dans la précipitation, je pense, sans risque de me tromper, qu'on s'est écarté de la vérité. On a agi sur le coup de la douleur et sur le coup de ce qu'on voulait. Permettez-moi d'utiliser cette expression. On a agi sur le coup de ce qu'on voulait, mais on a évité ce qu'on cherchait. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette décision, dont l'un des maillons essentiels commence aujourd'hui à jeter le pavé dans la mer, ce qui permettra de comprendre qu'en analyse des faits tels qu'ils sont déroulés, en rentrant sur les faits
tels qu'ils se sont déroulés, événement sur événement, on comprendra qu'au-delà de tout ce qui s'est passé dans la version du premier procès, il y a une piste. Et je pense, sans risque de me tromper, que les vrais assassins de M. Elie sont en cavale quelque part. Oui. Toutes les difficultés, vous avez également suivi dans le second reportage, c'est les femmes qui sont carrément abandonnées. Elles sont aujourd'hui des personnes qui se battent au quotidien. Elles sont elles-mêmes les maris et les femmes en même temps. Elles sont obligées de protéger les enfants dans une famille et dans un village qui est pratiquement abandonné. Les maisons sont en ruine. Vous avez également vu tout ça dans le reportage. C'est sur le plan psychologique, c'est une dure épreuve, une épreuve qui est difficile à traiter, carrément. Effectivement, Flavien, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans un système où on ne se pose pas la question quels sont les dégâts collatéraux de la décision qu'on doit prendre. Et en tant que droit-lomiste, je me dis que l'État se devait de prendre en charge les rescapés de cette famille qui n'ont fait aucun effort pour se retrouver dans ce désastre. Et lorsque vous suivez cette famille, dans leur reportage, la mère dit qu'elle est devenue le père de l'enfant. Les enfants crient qu'ils ne sont pas allés à l'école. Il s'agit effectivement d'un déphasage d'un système de sécurité sociale. En dehors du fait qu'il y a eu un crime crapuleux dans cette famille et que les présumés auteurs ont été pris et placés sous mandat de détention, l'État se devait poser la question, quel est le sort de cette famille et ces jeunes Camerounais désormais abandonnés à eux-mêmes qui n'ont fait aucun effort de se retrouver dans cette situation. Et c'est la raison pour laquelle je dirais, Flavien, qu'il faudrait que, au moment des prises de décisions conformes, que l'État se pose la question de l'impact direct dans la société. Voilà, minimum, une cinquantaine de jeunes Camerounais qui se sont retrouvés qui se sont obligés à se clochardiser parce que la tête pilote qui contrôlait la famille, les chefs de famille se sont retrouvés privés de leur liberté et dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir de contrôle et de direction de leur famille. Et dans ce cas, les services sociaux se devaient même de prendre d'office la relève parce que ces Camerounais n'ont posé aucun problème pour se retrouver dans cette situation. Ayant un droit à l'éducation qui est prévu par la Constitution, un droit à la santé, un droit à la vie qui est un droit fondamental, la société se devait, en dépit de la situation des chefs de famille privés de leur liberté, s'occuper de cette famille et de ces femmes. Ces femmes n'ont pas demandé se retrouver dans cette famille où il y a un malheur aussi désastreux, mais l'État, à travers les services sociaux, devait voler au secours de ces familles. Parce que rien ne nous dit qu'en prenant en charge cette cinquantaine d'enfants abandonnés à eux-mêmes, un futur président de la République ne pourrait pas sortir parmi eux, ou un futur ingénieur qui pouvait changer la situation du Cameroun ne pourrait pas sortir parmi eux. Mais en la réalité, ça fait une équipe de près de 50 bandits qui seront appelés à perturber la sécurité des personnes et des biens, pas de leur fait, mais parce que la société les a transformés ainsi. Abandonnés à eux-mêmes, ils se sont livrés à ce qu'ils avaient en face d'eux. Et c'est pour ça que je dis toujours sur ce plateau que le système de sécurité sociale mis en place chez nous ne fonctionne pas. La prise en charge des dégâts collatéraux des chefs de famille privés de leur liberté. C'est un problème, un fait de société qui intègre le service social. Le service social et les organisations de droits de l'homme qui n'ont pas eu l'occasion de prendre le dossier au début pour relayer l'information et interpeller les services sociaux de prendre en charge. C'est cette grande famille aujourd'hui devenue l'ombre d'elle-même. Et je pense vraiment que lorsque nous revenons sur un tel procès, en attendant la grâce présidentielle, comme je pense qu'ils ont effectivement que ces conseils. Et lorsque je suis les noms, j'ai l'image d'un des conseils qui a suivi ce dossier à son temps, que je connais bien, qu'il a sûrement eu à introduire une demande à la présidente de la République, une demande de grâce. Il a engagé un recours en grâce pour ces personnes qui, après 14 ans, je pense que même s'ils étaient... Malgré les âges avancés de ces derniers, ils veulent quand même se retrouver en liberté de toute façon. Vous avez également suivi dans le même reportage, ou les deux, le travail titanesque fait par l'équipe de reportage de Regard Social, donc l'inépuisable Samuel Tchoufa, chef opérateur de Regard Social, qui œuvrait pour que ces deux reportages soient rendus publics.
Effectivement, Flavien, c'est l'occasion pour moi de tirer le chapeau à cette brave équipe de reportage de Regard Social qui, en dépit des difficultés, surtout des moyens de locomotion et des conditions dans lesquelles ils ont retrouvé cette famille, ont réussi à les rassembler, à obtenir de chacune des personnes rescapées qui s'est retrouvée au village un point de vue permettant de mettre en exergue leur ressentiment profond. Un ressentiment profond qui attire de la compassion et nous interpelle tous. Ce qui est arrivé à cette famille aujourd'hui pouvait arriver à quelqu'un d'autre demain ou pourra arriver à quelqu'un d'autre demain, mais la gestion telle qu'on l'a gérée, chacun a sa part de responsabilité dans ça. La justice a cru devoir faire l'essentiel, mais à l'analyse des faits et des dégâts collatéraux, elle est passée à côté de l'essentiel dans ce dossier. Très bien. Nous allons dire merci à Jean-Paul Chugnat pour ce second reportage que vous avez suivi, qui présente un peu les difficultés de ces femmes, les épouses qui attendent désespérément leurs maris, qui sont aujourd'hui écroués à la prison de Bouda. Sortiront-ils? Ça reste une véritable question, mais tous ont besoin de votre aide pour pouvoir bénéficier d'une certaine liberté et pouvoir retrouver des enfants, même si beaucoup ont déjà été enterrés. On a entendu dans ces reportages également, ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui, que plus de 15 ans en tout cas, qu'ils sont donc dans ces maisons d'arrêt. Alors, difficile justement de vivre dans ces conditions et surtout que ça reste la grâce présidentielle sollicitée par ces derniers. C'est l'unique recours qui reste. En attendant, si le ministère de la Justice peut penser à la reformation de cette décision. Sous d'autres cieux, on a eu des cas pareils dans la célèbre affaire Raminissi avec l'arsenic, où il était accusé d'avoir empoisonné son épouse avec l'arsenic, ce poison dangereux qui se retrouve. Mais à l'analyse, après des années, même après sa condamnation à mort, on a reformé le jugement et on s'est rendu compte que lorsque les experts étaient allés faire des prélèvements dans la tombe de cette dame au cimetière, c'est la terre du cimetière qui contenait ce poison. Et une fois le corps en composition, l'arsenic qui contenait de la terre est entré sur le corps. Au moment où les experts ont prélevé, ils ont constaté qu'il y avait ce poison dangereux sur le corps. On a conclu avec anticipation que c'était lui l'auteur. Mais après plusieurs recherches, on a sollicité la révision du procès. Lorsque des nouveaux experts sont venus, on a procédé à une nouvelle autopsie et on a découvert que ce monsieur n'y était pour rien. Exemple pour le pullover jaune, cette célèbre affaire qui a parcouru les médias. Donc il y a légion de cas. En attendant que notre système judiciaire puisse déclencher dans son ordonnancement cette procédure de révision des procès, nous pensons que son Excellence, le Président de la République, peut écouter les malheurs de cette famille après 14 ans en ordonnant une grâce spéciale à ces 7 personnes pour qu'ils rentrent au moins reconforter cette famille nombreuse abandonnée à elle-même depuis 14 ans. D'accord. Alors, des cas et bien d'autres qui sont passés sur ce plateau et qui ont été diffusés sur les antennes d'Equinox Télévision. Veuve Christiane Nonkam, 36 ans, et mère de 2 enfants également, revendique notamment les biens laissés par son époux, des biens arrachés par une autre femme qui s'est présentée comme étant donc la première épouse au lendemain du décès de son époux. Difficile justement de comprendre le phénomène, mais ça existe et ça fait plusieurs années également qu'elle court après les tribunaux pour chercher à comprendre comment faire pour retrouver ses biens et reprendre ses biens, un domicile et bien d'autres biens également évoqués ou recensés et même listés même dans ce reportage que je vous propose de suivre. De nuages de Nebel à Douala. Se trouve qu'une dame quelconque, puisque je ne sais pas qui c'est, on ne s'était jamais rencontré, elle se retrouvait dans notre maison, casser la porte. Je peux appeler une bandite parce qu'il n'y a que les bandits qui cassent les portes. Elle a cassé la porte, elle est entrée dans la maison et sur quoi elle a ramassé tous mes documents, toutes mes pièces. Elle a ramassé, je sais, il y a même d'autres que je ne sais même pas, puis elle a tout ramassé. La scène se déroule à Yaoundé. Quoique mariée sous le régime polygamique, Christiane avoue n'avoir jamais entendu parler de cette femme. Elle n'a jamais été informée que l'homme de sa vie était engagé ailleurs, de son acceptation à devenir son épouse.
qu'il avait une femme et qu'elle était partie. Bon, lui, après plusieurs années, je crois, il a fait peut-être 3 à 4 ans. Il était seul, isolé à lui. Bon, il a trouvé nécessaire de prendre une autre femme. C'est pour cette raison qu'on s'est rencontrés et puis je suis venue chez lui. Il m'a épousée et puis on a vécu ensemble tout ce longtemps, 2008 jusqu'à 2018. On a passé une année, on était à la maison, rien que lui et moi. La deuxième année, je lui ai dit, mais pourquoi ne pas demander à tes 2 enfants de venir à la maison pour que la maison soit un peu plus vivable. Puisque comme on est à 2 là, ça me semble un peu trop calme. Il a donc accepté, il a pris les 2 enfants, ses 2 filles. On a vécu ensemble, on était ensemble. Pendant ce temps, j'ai eu la grâce de mettre au monde mes 2 petits garçons. Et on a vécu ensemble jusqu'à 2018. Il ne m'avait jamais parlé de... J'ai fait la connaissance de cette femme rien qu'après son décès. La jeune veuve a vu ses documents disparaître avec l'arrivée dans son domicile conjugal d'une autre femme. Elle est retournée vivre dans le domicile familial à Douala avec ses enfants au risque de subir le pire. Je ne peux pas aller dans cette maison vivre parce que cette femme qui se retrouve dans la maison, je peux dire j'ai peur d'elle. Je ne connais pas sa mentalité. Vu l'acte qu'elle a posé, la première fois qu'on se rencontre, l'acte qu'elle a posé, ça m'a vraiment effrayée. Donc je ne sais pas quoi d'autre elle peut sortir après si jamais je me retrouve dans cette maison. C'est pour ça que j'ai préféré partir de là. Ça m'a vraiment traumatisée. Et quand je vois cette maison, j'ai mis tous mes efforts. Je peux dire toute ma jeunesse, puisque j'ai eu à travailler par le passé avant qu'on ne se rencontre. J'ai pu mettre toutes mes économies dans cette maison. Et quand je me retrouve hors de cette maison, les enfants, même la preuve en est, tous les jours me demandent, on part à la maison quand? On va rentrer à Yaoundé quand? Ils ne font que m'harceler, ils m'harcèlent tous les jours. On va partir quand, maman? On part quand à Yaoundé? Je fais que leur dire, attendez, un jour va arriver, on va partir là-bas. Mais eux, ils ne sont même pas au courant, puisqu'ils sont tout petits. Ils ne savent même pas ce qui se passe. Dans leur tête, ils savent que, puisque je leur ai promis qu'on va rentrer un jour, ils savent qu'un jour, maman va nous ramener là-bas. Donc je me retrouve là vraiment, je ne sais pas. Ça, je suis désemparée, comme dirait quelqu'un. Je suis là comme ça, là. Vivre, revenir à la maison, ça n'a pas été... Je ne voulais pas vraiment. Je ne voulais pas. Dans la famille de Christiane, cette affaire dépasse l'entendement de tout le monde. Son frère aîné a même rencontré le beau-père de Christiane, sans succès. Nous, on n'a rien compris. Nous nous sommes posé la question ici en demandant que depuis 10 ans qu'elle était dans cette maison avec le monsieur, est-ce qu'un jour elle avait vu cette femme? Jamais. Et jusqu'aujourd'hui où nous sommes, on vous rassure que cette femme-là a pris la maison, elle est dans la maison. Et elle était obligée de rentrer dans la maison familiale avec les petits-enfants là parce qu'elle était en insécurité. Vraiment, c'est ça qui nous gêne au point où je ne sais même pas comment, de quel pied danser. La belle famille n'a rien dit. Nous avons, moi principalement, j'ai abordé la belle famille plus d'une fois. Ils m'ont toujours promis qu'ils vont voir, ils n'ont jamais rien fait. Au deuil au village, la femme était là. Mais le chef de cette famille nous a rassuré que rien ne pouvait arriver de négatif, soit à elle ou aux enfants. Mais nous sommes surpris qu'après l'enterrement et tout, ça n'a plus été ça. C'est une vie pas facile pour cette jeune veuve de 36 ans qui est retournée dans la maison familiale, loin de son domicile conjugal, confisqué par une autre dame. Je me suis retrouvée avec mon acte de mariage qui a été sauvé grâce à mon père puisque je lui avais remis cela. Sinon, tout ce qui était resté dans la maison, on a fermé la porte, on est parti à Douala. Je suis partie à Douala avec mon mari à l'hôpital. Tout ce qui est resté dans la maison, la dame a tout emporté. Tout. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu aucune de mes pièces jusqu'à présent. Ce que j'ai besoin aujourd'hui, d'abord, je veux mes pièces. Et j'aimerais rentrer chez moi parce qu'il est inadmissible que je vive 9 ans dans une maison qu'on a souffert pour construire et que quelqu'un sorte de nulle part pour venir s'installer. Elle est tranquillement assise là, je ne sais pas d'où elle sort. Moi, je veux retrouver ma maison et tous mes documents. Veuve Nonkam n'est Christine Bézé,
âgée de 36 ans, est mère de 2 enfants. Elle vous tend la main. Je veux qu'on m'aide à retrouver ce qui m'est de droit, les actes des enfants, mes diplômes. Puisque là même je suis clouée, je ne peux même pas déposer une demande d'emploi quelque part. Quand on me demande des pièces, je suis incapable de fournir les diplômes. Je dis seulement que j'ai tel diplôme. Je suis incapable de les fournir. Les enfants à l'école, il a fallu que j'aille supplier la directrice pour lui remettre la faute. Maître Tchégué, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau. Voilà, notre cas, c'est une veuve Christiane, Nonkam, 36 ans, qui a perdu son époux à la suite d'une maladie. Après avoir passé 10 ans de vie commune, ils sont mariés finalement. Et c'est après le mariage qu'elle découvre qu'ils sont mariés avec une autre femme, puisque c'est ce que dit celle qui est venue arracher le domicile familial. Et elle dit avoir dépensé tout son argent qu'elle a travaillé longtemps avant de rencontrer celui qu'elle a choisi comme mari. Flavien, c'est une situation récurrente qui met une fois de plus en exergue la différence du système de suivi du fichier régissant les actes civils au Cameroun. Parce que j'ai suivi le reportage d'un bout à l'autre et je suis resté sur ma faim. Et je me suis posé la question, comment M. Monkam a-t-il pu célébrer un deuxième mariage alors que le premier n'était pas encore dissous? Certes, la femme était partie, il est resté seul, mais engagé sur le coup d'un premier mariage, avant de célébrer le deuxième mariage, il devait s'assurer s'il avait dissous le premier mariage pour ne plus avoir de contact avec la première épouse. Mais si c'était un mariage polygamique, nous allons évoluer avec des hypothèses. Si c'était un mariage polygamique, effectivement, il était en droit de pouvoir prendre une deuxième épouse sans chercher à divorcer, puisque le premier acte de mariage lui donnait l'opportunité d'en épouser autant de femmes qu'il pouvait. Mais s'il s'agissait d'un mariage monogamique, la question devient profonde et sérieuse. Il s'agit d'un mariage polygamique. Polygamique, le premier mariage. Pas le premier, en fait, qu'on ne connaît pas beaucoup. Bon, le premier, bon, prenons l'hypothèse qui pose problème et qui serait la source des problèmes de cette jeune dame de 36 ans. Il s'agissait effectivement d'un mariage monogamique le premier. Parce que pour qu'elle puisse venir s'autoproclamer qu'elle est l'épouse et l'unique épouse de ce monsieur, cela voudrait dire qu'elle était titulaire d'un acte de mariage monogamique avec le défunt. Ce qui voudrait dire tout naturellement qu'il n'était pas en droit de prendre une deuxième femme. Mais à l'analyse du reportage de la veuve, elle dit qu'elle a vécu dans cette maison qu'ils ont construite ensemble pendant près de 10 ans, sans connaître l'existence d'une précédente épouse. Ce qui voudrait dire que le législateur, dans le Code civil napoléonais que nous utilisons encore jusqu'aujourd'hui de 1804, qui n'a jamais été refait, parle de ce qu'on appelle la théorie de la putativité. Ce qui voudrait dire que pour des personnes qui ont contracté un mariage de bonne foi, le mariage produit ses effets à leurs égards, parce qu'ils se sont mariés sans connaître effectivement qu'il existait un acte de mariage qui ne permettait pas au monsieur de contracter un deuxième mariage. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'agissait d'un mariage putatif. Et comme le législateur dit que la putativité profite aux époux de bonne foi, à suivre le reportage de cette veuve, effectivement, elle est de bonne foi. Ce qui voudrait dire que tout naturellement, cet acte de mariage, bien qu'étant nul, va produire les effets d'un acte de mariage en ce qui la concerne. Ce qui voudrait dire, Flavien, elle a droit à revendiquer sa quote-part dans ce bien commun qu'ils ont construit ensemble. Surtout qu'elle précise que c'est une maison qu'elle a construite ensemble avec les défunts, en l'absence de la première femme qui vient s'accaparer de la maison. Tout en précisant elle précise qu'elle y a mis toutes ses économies. Son époux ne lui avait jamais parlé. Ne lui avait jamais parlé de ce précédent mariage. Ce qui veut dire qu'elle se trouve dans la situation de la putativité et tout naturellement, elle doit bénéficier des avantages de son mariage comme si son mariage avait été régulier et dans les formes prescrites par la loi. Dans la deuxième hypothèse, elle peut revenir réclamer ses biens
à partir du moment où ils ont eu des enfants que le monsieur a reconnus. Ces enfants ont leur quote-part dans l'immeuble laissé par leur père. Donc même sur le nom de leurs enfants, des 2 enfants, elle peut revendiquer l'immeuble en ce qui concerne le patrimoine de ces 2 enfants. Donc sur ce plan, vraiment, elle n'a pas de problème. Et elle a posé un 3e problème qui est celui des actes de naissance. Elle dit que la première épouse arrivée dans le domicile, elle a emporté tous les documents, qu'elle n'a pu inscrire les enfants à l'école que grâce aux photocopies. Ce qui voudrait dire qu'on a au moins un élément référentiel qui permet de connaître qui est le père de l'enfant, où l'enfant est né et l'âge de l'enfant. Le législateur, dans l'ordonnance de 81 régissant l'acte civil au Cameroun, a prévu la reconstitution de l'acte de naissance. Donc, elle peut faire, sur la base des photocopies qu'elle a, que le tribunal procède à la reconstitution des actes des enfants. Et même, si possible, son propre acte de naissance, si la nouvelle épouse l'a confisqué. Parce qu'aujourd'hui, si j'étais dans une procédure de dire qu'on va la poursuivre pour rétention sans droit de la chose d'autrui, elle va crier au fort qu'elle n'a jamais touché à ces documents. Et ce sera une piste qui ne va rien. Elle occupe la maison quand même. Elle occupe la maison, ça ne veut pas dire qu'elle est propriétaire de la maison. Elle est une usufruitière, tout comme celle qui est dehors. Elle n'est pas propriétaire de la maison. Elle a des droits sur cette maison, mais elle n'est pas propriétaire de la maison. C'est un bien qui appartient en commun au premier mariage, au deuxième mariage et aux enfants. C'est un bien commun, c'est un bien de la communauté. Si on considère comme cette hypothèse. Donc un peu n'a pas le droit de s'accaparer et dire que c'est sa maison. Sur ce principe-là, ça ne tient pas. Et dans tous les cas de figure, comme elle dit qu'elle a engagé suivre les procédures par devant les juridictions, on finira par liquider la communauté qui a existé entre les 2 femmes et M. Moncam décédé. Et cela permettra qu'elle revienne dans sa quote-part, surtout qu'elle précise qu'elle y a mis ses économies de la jeunesse pour construire cette maison. Donc, s'il faut liquider sur la base de la condition de participation, elle peut même avoir plus que la première femme, parce qu'elle démontre à ceci qu'elle a mis ses économies pour pouvoir bâtir cette maison avec son défunt mari. Donc, en ce qui la concerne, qu'elle ne désespère pas, qu'elle continue. Il y a une possibilité. Il y a des possibilités, il y a des voies en fonction de sa situation de réclamer sa quote-part dans ce bien. D'accord. Alors, donc il y a cette possibilité et elle a donc besoin de vous, les hommes de droit, bien sûr, pour pouvoir rentrer ou retourner à son domicile et avoir retrouvé également tous les documents qu'elle a perdus au moment de cette opération qui a été menée par la première femme qui est subitement... Flavia, je voudrais donc dire à cette dame aujourd'hui, je crois que j'ai vu une copie d'acte de naissance qu'elle tenait en main. Une copie d'acte de mariage qu'elle tenait en main. C'est le précieux sésame qu'elle garde très jalousement, parce que c'est ce document qui va l'autoriser de pouvoir soulever des prétentions sur cet immeuble en tant qu'épouse de ce monsieur. Tant que la première femme ne démontre pas que son acte de mariage est un acte nul, elle a les mêmes prétentions que la première femme sur cet immeuble. Même au regard de la situation où elle se retrouve dehors actuellement, elle a encore ses prétentions sur cet immeuble. D'accord. Qu'elle se rapproche seulement des juristes qui vont suivre la procédure et on finira par liquider la communauté et lui remettre sa quote-part dans cet immeuble. Ce n'est pas la propriété de la première femme, surtout s'il est établi qu'au moment où elle abandonne ce jeune homme décédé aujourd'hui, ce Camerounais décédé aujourd'hui, si cette maison n'existait pas et que c'est des efforts communs de la deuxième femme avec ce monsieur qu'ils ont construit cette maison, la première femme ne pourra soulever aucune prétention sur cette maison. D'accord. Parce que c'est la condition, c'est la liquidation de la communauté sous condition de participation. Il faudrait qu'elle démontre qu'elle a participé à l'acquisition de cette communauté. Ok. Alors, c'est un cas, et un autre cas également, voyez-vous, ce sont des cas qui sont proposés ce soir, des cas qui ont déjà été diffusés, mais qui attendent des solutions. Et comme nous savons que vous êtes toujours prompte à réagir, vous aurez donc à soutenir ces différents cas qui ont besoin de soutien, justement. Patrick de Chua, Camerounais, de Bana,
dans la région de l'Ouest Cameroun. Aujourd'hui, et donc, il est né en République centrafricaine puisque sa mère vient de ce côté-là. Il a été retrouvé dans un état difficile parce qu'il est revenu au pays après avoir subi des atrocités même, des atrocités des sans-foi-ni-loi dans ce pays, la République centrafrique. Et à la suite de tout ça, il s'est retrouvé au pays et aujourd'hui, il a presque perdu sa jambe droite parce qu'elle est dans très mauvais état et il a besoin également de soutien pour retrouver sa mobilité qui aujourd'hui est difficile donc pour la vie non seulement de ce Patrick, mais également de sa maman. Pourtant, dit-on, il aurait perdu son papa il y a quelques années déjà. Je vous propose de suivre également ce reportage. Sous le ciel plein de nuages, le lieu dit ancien dépôt de planches, nous sommes à Douala, capitale économique du Cameroun. Assis dans un coin, au milieu des habitations, Patrick et sa mère, les deux personnes se concertent. C'est pour chercher la solution à la situation qui traumatise le petit Patrick. Patrick Dutoit est un jeune Camerounais né en République centrafricaine. Après le décès de son géniteur, originaire de Bana, dans le Onkam, région de l'Ouest Cameroun, assassiné devant son épouse lors des troubles sociopolitiques qui ont secoué la République centrafricaine, la mère de Patrick se souvient de ces tristes moments. C'est une femme, il ne faut pas la brutaliser. Dès que mon mari a dit comme ça devant moi, ils ont fait tomber mon mari devant moi, ils ont égorgé mon mari. Le sang a jailli même sur moi. Je vous en prie, la douleur que j'ai là, je ne sais pas qui peut supporter cette douleur. Et que jusqu'à un enfant a des problèmes aujourd'hui, que je n'ai même pas l'argent pour m'occuper de mon enfant, même pour lui donner à manger. C'est un enfant qui est gros, mais maintenant il est devenu maigre par rapport à tous les problèmes que j'ai. Patricia est de nationalité centrafricaine. Elle vit au Cameroun depuis quelques années et abandonnée à elle-même. Son fils Patrick, victime des atrocités lors des mêmes moments tristes, paie le prix de tout ça au Cameroun. J'ai passé 2 jours attaché, rien comme ça. Et c'est ça qui a traumatisé mon genou. Je n'arrive pas à plier, ça me fait mal, le douleur. Le jour au jour, j'ai toujours de douleur. Non, ça ne va pas. Même pour aller à la toilette, c'est les problèmes. Me laver, c'est les problèmes. Je ne peux pas rester sur mon pied. Tous les jours, je prends que les anti-inflammatoires. Patrick a un genou traumatisé pour avoir passé 2 jours ligoté par des sans-foi ni loi au pays de sa mère. Quand je suis parti, je suis venu ici à l'hôpital, j'ai fait l'échographie. On m'a dit qu'il y a une masse de sang et le genou s'est infecté. On a fait juste un drainage et le vrai problème, on n'a pas pu régler ça parce qu'on a demandé d'opérer et l'opération là me coûte plus de 2 millions. Donc c'est ça qui a fait en sorte que je n'ai pas eu mon traitement. Les anti-balaka qui sont des chrétiens, ils ont confondu mon enfant, soit disant qu'il est un musulman. Il a ligoté 2 jours. Tout ça là, c'est par rapport à ça qu'on l'a ligoté. C'est ça qui a créé ce problème jusqu'à aujourd'hui. Ça coule chaque moment. Il faut que je nettoie tout moment, je nettoie. S'il vous plaît, aidez-moi. Patrick Dutoit souffre énormément. Sa mère cherche en vain sa belle famille au Cameroun. Pas de moyens financiers. Cette famille n'a pas de repères. Et le genou de Patrick ne cesse de se détériorer. J'ai arrêté l'école à cause de ça.
Je ne peux plus même fréquenter, même ni marcher. Mon genou, ça ne va pas. Ça est en train de pourrir doucement à l'intérieur parce qu'il n'y a pas l'argent. Et le pus ne cesse pas de sortir. J'ai mal, ça ne va pas. Tout ce qu'on fait, ce sont les soins locaux. Ça ne marche pas. Même le cartilage ici, c'est déjà... Il n'y a plus de cartilage donc. Et comme le pus sort, la blessure ne peut pas se cicatriser. Ma mère là, elle aussi, elle n'a pas de moyens pour me faire soigner. Père est déjà mort. Donc je suis là seulement comme ça. Il ne peut pas marcher. Je suis fatiguée de lui porter sur mon dos pour aller à la toilette. Je suis fatiguée de lui porter. Maman, porte-moi, je vais aller pisser. Je suis fatiguée. C'est pour cela que je vous demande de m'aider. Pardon, s'il vous plaît. Vous qui êtes en train de me regarder, ne me laissez pas. Depuis après la mort de mon mari, je n'ai personne pour m'aider pour mon fils. Il n'y a que l'unique mon fils. S'il ne va pas à l'école, qui va m'aider demain? Patricia et son fils se confient à vous. La guérison de ce jeune Camerounais dépend des âmes de bonne volonté. Elle se lâche. Bibara là, il t'a chimé centrafricain, sur quoi qu'il y a au Cameroun. Même à la soirée qu'il y a Belindo, c'est là que Bambi na Limoso. Mais on a dit que à la Moumamboko, na Itacha la Patrick. Bien sûr, quand il y a Gela, Doumé Gelambi, mais le Dana fini encore à paix. À la Moumamboko, la biche tenait, aider Patrick à passer opération, Patrick à Tamoula. Peut-être que le petit mambo qu'on a cordron, il a son zapassar à école que Patrick a fait guapé. Bien dans la zosa, petit mambo qu'on a bien mi penser, mi compter qu'il en doit la Itachi bien centrafricain, c'est là que Bambi dans des maisons. À la Zambia, à la mambo qu'on a mis. Big Bou guerre, tcha la terre là que Bambi à la mambo qu'on a mis. J'ai demandé à tous les centrafricains qui sont en train de me regarder, de m'aider par rapport à mon fils. C'est un jeune Camerounais qui souffre dans sa peau et dans sa chair, voyez-vous. Il est venu de la République centrafricaine avec déjà des difficultés après avoir subi ce que vous avez suivi dans le reportage. Avec nous sur ce plateau, Dr Emapi, bonsoir. Bonsoir Flavien, bonsoir à tous les spectateurs et à toutes les spectatrices. Vous êtes médecin, vous êtes spécialiste de la gynécologie ou j'allais dire de la santé de reproduction. C'est exact. Voilà. C'est exact, mais on est avant tout médecin. On peut bien réagir sur tous les sujets médicaux qui concernent la société. Vous avez suivi le reportage de Patrick, qui est un jeune Camerounais, né en République centrafricaine et qui a subi des atrocités évoquées ou rappelées ici par sa maman. Et sa maman qui est une centrafricaine qui est venue l'accompagner au Cameroun, qui n'arrive pas toujours à mettre la main sur la famille de son papa. Malgré sa situation dégradante, sa vie dégradante jusqu'ici, à cause notamment de ces atrocités qu'il a subies du temps des mouvements en République centrafricaine. Oui, c'est une situation quand même très difficile. Voilà un jeune compatriote qui s'est expatrié, qui a pris pour épouse une centrafricaine et à l'issue de cette union, il y a eu un enfant. Malheureusement, on connaît tous ces problèmes qu'on a eus en République centrafricaine. Les Camerounais n'en ont pas été épargnés. Voilà une situation. Peut-être que sa morphologie a fait penser qu'il était un musulman et ce sont les propres chrétiens qui sont à l'origine de son malheur aujourd'hui alors que lui-même il est chrétien. Donc c'est dire qu'en tout état de choses, la guerre c'est pas une bonne chose. Pendant la guerre, on ne sait pas qui est qui. Je pense qu'ils devraient être en train de regretter leur coup. Mais ce n'est pas là le problème. Le petit, il a été ligoté. Il a subi certainement des atrocités sur le plan physique et sur le plan psychique. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est sur le plan physique, sans véritablement oublier l'aspect psychique. Parce que s'il a vu ce que sa maman a vu, je pense que c'est quelque chose aussi sur laquelle il faudrait s'appesantir, à savoir le traumatisme psychique qu'il a vu, de voir son papa mourir devant lui. Mourir de quelle façon? En étant égorgé comme un bœuf, comme un mouton, comme une chèvre. Ce n'est pas toujours très facile à gérer. Mais pour le moment, il y a une grosse difficulté, un gros problème, c'est qu'il ne peut même pas marcher.
Sur le plan psychique, il ne peut pas tenir, mais sur le plan physique, il ne peut rien faire. Il a eu ce traumatisme au niveau du pied. Je ne sais pas exactement dans quelle situation ça s'est fait. Est-ce qu'il y a un coup de machette qu'on a frappé sur le pied qui a créé une fracture de l'os? Le fait d'avoir passé 2-3 jours ligoté, ça peut créer un traumatisme. En le ligotant, j'étais en train de venir. On l'a certainement ligoté, c'est qu'il a créé une nécrose parce que le sang ne pouvait pas circuler. Le sang ne pouvait pas aller des parties supérieures alimenter les parties inférieures. Forcément, ça va entraîner une nécrose une nécrose des tissus mous, les muscles, la peau, mais qui à la longue peut aussi affecter l'os. Et dans ce cas, cela devient très difficile, surtout l'os du tibia qui n'est pas très facile à pouvoir guérir. Donc c'est ce qu'on va appeler une ostéomyélite chronique. Je pense que c'est la situation. Si je regarde simplement les images, c'est très probablement une histoire de ce genre. Ayant pris beaucoup de temps, ça demande vraiment c'est vraiment difficile. Ce sont des endroits qui se cicatrisent très difficilement. Cela demande quand même qu'il faut de la dextérité, qu'il faut quand même de la médecine de haute pointe pour pouvoir faire une intervention. C'est au niveau de l'articulation, on va dire. Oui, encore plus que c'est au niveau de l'articulation, c'est près de l'articulation. Donc cela devient encore beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une artère qui va se former et là cela devient assez difficile à régler. Alors, Maître Tségué, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau pour dire un mot sur le cas de ce jeune garçon camerounais qui est né en République centrafricaine, qui est revenu après tout ce qu'on a pu décrier dans le reportage tout à l'heure, comme pour dire qu'il n'était pas le bienvenu dans ce pays. C'est comme le disait le médecin tout à l'heure, c'est une réalité criarde des pays où la stabilité a foutu le camp, comme la Centrafrique où on évolue du jour au lendemain dans une insécurité totale. On entend le crépitement des armes d'un bout à l'autre et on ne sait qui sera sur la cible de ces bandes armées. Malheureusement, un des Camerounais est tombé dans ce traquenard. C'est bien difficile à supporter, mais je voudrais déjà tirer un coup de chapeau à sa mère, comme elle a pensé retourner au bercail avec son fils. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Et ça pose également un problème de la prise en charge des personnes issues des événements malheureux et surtout des cas de troubles à la paix. Et s'il fallait respecter la logique, c'était un cas qui devait être suivi par le HCR, une organisation internationale qui est basée au Cameroun et qui s'occupe plus particulièrement des personnes déflatées de la Centrafrique du fait de l'insécurité qui règne là-bas. Donc si le HCR avait pris le dossier très tôt, je pense que le pied de ce garçon ne devait pas atteindre le degré où il se trouve aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, il n'est pas tard. Du fait de sa nationalité centrafricaine, même comme il a une parenté camerounaise. Son papa est camerounais. Son papa est camerounais. Son papa est camerounais, sa maman est centrafricaine. Donc il a une double nationalité. En ce qui concerne notre ordonnancement juridique, il est camerounais et il est centrafricain. Parce qu'on dit avoir un des parents camerounais, vous êtes camerounais. Je ne sais pas ce que la loi centrafricaine dit. Si vous avez une maman centrafricaine, vous êtes aussi centrafricain. Si nous sommes au Gabon, c'est gabonais avant tout, que ce soit la mère. Vous êtes d'abord gabonais comme première nationalité, camerounais c'est la deuxième nationalité. Donc ça dépend de l'environnement juridique dans lequel on se trouve. Ce que je pouvais dire à ces familles, c'est de bien vouloir prendre beaucoup de courage. C'est une situation extrêmement difficile, on ne la programme pas. Mais je pense qu'une fois comme ça arrivé au Cameroun, les hommes de bonne volonté voleront à son secours pour qu'il puisse vraiment retrouver la santé. Et si jusqu'aujourd'hui, il tient, il marche, je pense qu'avec le cri de cœur qui sera lancé ce soir à travers notre petit écran, les hommes de bonne volonté voleront au secours de ce jeune Camerounais pour qu'il puisse retrouver sa santé. D'accord. Il n'est jamais tard et je pense que le Cameroun a des institutions sanitaires superbement équipées pour faire face à des traumatismes de ce genre. Nous avons des hôpitaux de référence avec des plateaux techniques suffisamment équipés
qui peuvent, au regard de cette situation, voler au secours, même dans le sens humanitaire des centres hôpitaux, de ces centres, parce qu'au-delà d'être un centre hospitalier, ils ont aussi le volet social en tant qu'institution publique qu'ils sont tenus d'accomplir. Ok. Alors, docteur Emapi, les médecins qui ont consulté ce jeune garçon estiment qu'il pourrait perdre sa jambe s'il n'y a pas de moyen pour une prise en charge rapide. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut perdre sa jambe si le traitement n'est pas fait assez tôt. Surtout que c'est près de l'articulation. Ça, c'est le gros risque qu'il y a dans ce genre de situation. Je vous ai dit, lorsque l'os est infecté, c'est un peu difficile quand même. Parce que l'os ne va pas se cicatriser aussi rapidement que les parties molles. Et ça, c'est le propre du tibia sur lequel il n'y a pas assez de muscles, tout au moins dans la face antérieure, tel qu'on est en train de le voir. Donc il est quand même important d'agir assez rapidement afin que ce jeune garçon qui puisse accéder aux soins de bonne qualité et retrouver l'usage de ses deux jambes, de ses deux membres inférieurs. Alors, avec nous également sur ce plateau, Irène Tembe. Irène, bonsoir et bienvenue. Merci Flavien. Nous sommes là, nous parlons du cas de Patrick qui est en phase de perdre sa jambe parce que si la prise en charge n'est pas effectuée aussi rapidement, ce sont les médecins qui l'ont dit et il faut beaucoup d'argent pour cette prise en charge. Tout à fait, il faut beaucoup d'argent parce qu'on a déjà un premier devis qui s'élève à un montant de 1 285 000 francs CFA. Et le montant total des contributions que nous avons perçues jusqu'à présent s'élève à un montant de 930 100 francs CFA. Ce qui signifie qu'il y a un reste à compléter pour que Patrick puisse entrer en hôpital d'un montant de 355 000 francs CFA. Donc il faut cet argent pour la prise en charge totale de Patrick. La prise en charge pour son opération. Parce qu'après, nous avons le post-opératoire, c'est-à-dire il y aura des antibiotiques, il y a encore beaucoup d'hospitalisation et tout. Il y a la rééducation. Il faudra davantage de moyens. Davantage, oui. Là, c'est uniquement pour l'opération. Oui, je disais, il y a deux phases. Il y a l'intervention qui a un coût, parce qu'on va utiliser du matériel, on va utiliser du personnel. Mais après, il y a le post-opératoire. Il va consister à faire des pansements. En général, dans ce genre de situation, il est alité pendant un certain nombre de jours. Parfois, ça peut aller à des mois. Ça demande des coûts pour l'hôpital. Mais après aussi, il faut une rééducation, qu'il apprenne à remarcher. Et ça, il y a des séances de kinésithérapie qu'il doit pouvoir faire. Ça demande des coûts. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de petit. Si apparemment Irène s'est intéressée, peut-être que ce qu'elle donne, c'est simplement l'aspect intervention, mais il faut tenir compte de l'aspect post-opératoire. Parce qu'une intervention peut échouer, simplement parce que ça a été très bien fait, mais le post-op n'a pas été suivi. Je prends un cas, on a bien opéré, mais ça demande des antibiotiques qui ont une certaine valeur. Simplement parce qu'il n'y a que ces antibiotiques-là qui peuvent tuer le germe qu'il y a. Il faut prévenir l'infection. Alors si on s'amuse, c'est clair, ça va se surinfecter et on va dire que le chirurgien a mal travaillé alors que ce n'est pas là le problème. Donc il faut tenir compte de ces aspects-là aussi au cours des interventions chirurgicales parce qu'on voit beaucoup plus l'aspect technique, mais il y a aussi le post-op qui est très important à gérer. Il n'y a pas que les antibiotiques, il y a ce qu'on appelle les anticoagulants qu'il faut mettre pour éviter qu'il y ait des thromboses qui se forment et provoquer d'autres maladies qui sont parfois plus graves que l'intervention elle-même. Oui, nous savons bien sûr que les hommes de bonne volonté volent toujours au secours des différents cas que nous proposons ici, parce que ce sont des personnes vulnérables. Irène, oui, on les invite déjà via les numéros qui s'affichent au bas de leur petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16, de bien vouloir continuer à apporter, à soutenir notre jeune Patrick. Très bien. Patrick, attendons de vous notre soutien et beaucoup plus encore pour être pris en charge. Il n'est pas seul dans ce cas. Ce sont des cas qui sont déjà passés sur ce plateau. Cyril Fossi, Foucault, est donc un jeune qui a
carrément abandonné l'école après avoir subi un accident de travail qui a abouti à l'amputement de sa jambe gauche et une partie de son entrejambe. Également, aujourd'hui, son entrejambe qui est donc détruit aussi. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir tout cela dans le reportage. Et juste après, nous allons également avoir l'avis du médecin que nous avons sur ce plateau. Jeune Cyril Fossi-Foko a la jambe amputée. Coupé son pied. Et pendant qu'il voulait fuir, ça a fendu le deuxième pied et ça a ouvert et séparé l'urètre de la vessie. Ce qui fait que depuis ce jour, il ne fait pas les urines par voie normale. Cyril, élève en classe de première au moment des faits, était allé passer des vacances chez son oncle. Par ailleurs, patron d'une entreprise de transformation des produits agroalimentaires. Recruté comme temporaire, les urines par voie normale, il traîne une sonde sur lui qui, le médecin, lors de sa sortie de l'hôpital, a souhaité qu'il soit opéré le plus tôt possible pour qu'il n'ait pas une infection. Le major de l'hôpital où il était suivi à Banjul a demandé qu'il doit être opéré. Ce qui fait que la sonde qu'il traîne sur lui, par moment, il y a des séries où il souffre vraiment. Les risques d'infection sont des inquiétudes qui animent la maman de Cyril, qui ne supporte plus de voir son fils souffrir de la sorte alors que son employeur lui a déjà tourné le dos. À son jeune âge, il porte une sonde qu'il traîne et ça peut lui faire une infection au niveau des reins que ce n'est pas facile de supporter. Donc c'est ça qui me fait plus mal. Donc il peut ne pas connaître certaines choses, mais c'est mon inquiétude. Qui peut ne pas aussi procréer, on pourrait diagnostiquer ce qu'il faut faire pour qu'il puisse parvenir à procréer dans les jours à venir, dans les années à venir. Donc c'est ça mon inquiétude. Le jeune qui doit subir une opération chirurgicale afin de rétablir son appareil urinaire a besoin de votre aide. Docteur Emapi, vous avez suivi? J'ai bien suivi. Lorsqu'on regarde ce reportage, on voit ce garçon, on pense bien à tous ces petits-enfants qui, pendant les vacances, ont des plateaux d'arachides sur la tête, dans les rues, dans nos marchés. On pense à tous les autres qui sont dans des sociétés en train de chercher quelque chose pour acheter leurs cahiers, aider leurs parents à acheter les cahiers et les fournitures scolaires. Ce qui est louable, malheureusement, il y a parfois des accidents qui arrivent. C'est ce qui est arrivé à notre jeune garçon que j'ai eu la possibilité de l'avoir dans notre structure. Il était venu justement pour qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire aussi pour lui. Bon, je découvre aussi là. Et c'est quand même assez délicat. On a quand même déjà la chance que une partie du problème a été réglée, mais il y a encore un gros problème. C'est son organe génital, faut quand même se dire. Hein. Et il n'y a pas seulement le fait que c'est l'organe génital, mais c'est l'organe qui va drainer les urines de la vessie à l'extérieur. Ça, il ne peut plus faire pipi. Imaginez-vous que vous ne pouvez pas faire pipi. C'est traumatisant. Quand vous mettez une sonde à travers l'abdomen, à travers le ventre pour recueillir les urines de la vessie et pouvoir collecter, mais dans une poche avant de vider. Imaginez-vous que vous vivez constamment avec une sonde, avec une poche que vous mettez dans votre pantalon et que vous marchez partout. Ce n'est pas très agréable, c'est très difficile à vivre pour un jeune garçon qui ne peut plus rien faire. Surtout quand, pour nous autres médecins, on connaît
les risques qu'il y a à avoir un corps étranger dans le corps humain, c'est un peu difficile parce que cette sonde qui est là en permanence, ça peut générer un microbe qui va aller effectivement infecter les reins, comme a dit sa maman. Et lorsque nous savons le rôle capital des reins dans l'organisme humain, on ne devrait pas s'amuser. On ne devrait pas laisser qu'une histoire comme ça, qu'un corps étranger reste là pendant très longtemps. Donc c'est important quand même de pouvoir rétablir la continuité au niveau de son urètre, au niveau de son pénis, pour qu'il puisse se faire pipi tout à fait normalement et être aussi à l'aise. Peut-être que, parce qu'il a un très grand moral, lorsqu'on regarde sur le reportage, il a un très grand moral, que si on parvient à régler ce problème, je pense qu'il pourra reprendre les cours. Donc c'est une histoire quand même très sérieuse, très importante, qu'il y a à faire afin de permettre à ce garçon de pouvoir faire pipi tout à fait normalement. Oui. Alors, Maître Tségué, dans ce reportage, il y a un autre volet, c'est qu'il est allé passer, c'est dans la société et l'entreprise de son oncle qu'il a connu cet accident. Et la maman a dit ne pas vouloir porter plainte contre son frère, mais les ragots ont poussé le patron qui s'avère son oncle à arrêter de le prendre en charge parce que c'est difficile pour lui aujourd'hui. Tout avait bien commencé, mais 1 mois ou 2 mois plus tard, tout s'est arrêté en même temps. Difficile justement de comprendre que Cyril est dans cet état et qu'il n'est pas pris en charge jusqu'ici. Flavien, ça revient une fois de plus sur ce plateau, la question de la sécurité de l'employé dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Et nous l'avons eu ici dans le fameux événement des pylônes de Lorbessou, où on a longtemps débattu de cette situation. Le cas de ce jeune Camerounais interpelle tout jeune entrepreneur qui, lorsqu'il pense qu'une fois qu'il a créé l'entreprise, ça suffit de fonctionner sans s'entourer de garde-fous et plus précisément de ce qu'on appelle la police d'assurance, responsabilité chef d'entreprise. Parce que cet entrepreneur, ce père de famille qui a ouvert cette structure où travaillait ce jeune garçon, s'il avait souscrit une assurance responsabilité civile chef d'entreprise, il aurait dû faire intervenir son assureur et ce garçon ne serait pas dans cette situation. Et c'est une fois de plus l'occasion d'interpeller les services des inspections, les inspections de travail. Lorsqu'ils vont dans les visites dans les entreprises, qu'ils s'assurent effectivement que cette couverture assurance pour les employés est effective, que ce n'est pas un leurre. Ça rentre dans la documentation exigée pour toutes les entreprises, mais peu d'employeurs pensent que c'est une obligation. Voilà que cet employeur aujourd'hui, après avoir supporté les soins de ce jeune Camerounais pendant 1 an, pendant 1 mois, se débine de ses obligations. Tout naturellement, la famille a en droit de le porter plainte. Il se doit d'assumer cet accident survenu dans son entreprise, qu'il aurait dû faire intervenir son assureur pour prendre le relais. Et cette assurance qui n'est même presque rien. Nos chefs d'entreprise pensent que lorsqu'on dit aller souscrire une police d'assurance, c'est un sac d'argent qu'on vous donnez. Ce n'est qu'une garantie de sécurité que vous déposez. Vous connaissez la valeur de l'assurance, que lorsqu'il y a sinistre, lorsque vous la payez, l'année finie, il n'y a pas de sinistre. Quand on demande le renouvellement, le chef d'entreprise, l'année passée, j'ai payé mon argent à ces gens, ça n'a rien donné. Voilà un cas, ce sont des millions qu'on doit débourser actuellement. Et si c'était entouré d'un minimum, je prends pour son cas, ça ne devait pas atteindre 200 000 francs. Une assurance pour tout son personnel, ça ne devait pas être 200 000 francs. Il aurait dû interpeller son assureur et ne même pas dépenser un seul sou depuis le jour de l'accident. Et ce jeune Camerounais aurait déjà retrouvé sa santé grâce à la police d'assurance que cet assureur devait mettre en mouvement pour subvenir à tous les besoins de ce jeune Camerounais. Donc Flavien, lorsque vous revenez sur un tel reportage, je pense que les chefs d'entreprise doivent se réveiller de leur profond sommeil et penser à l'assurance de leurs employés dans l'exercice de leurs fonctions. Très bien. Alors, donc on comprend qu'il y a ce volet et l'autre également, puisqu'il faut une prise en charge totale et effective, notamment de ce cas. Il a besoin d'argent, il a besoin de moyens et surtout on sait que nos téléspectateurs sont toujours prompts à réagir en pareilles circonstances. Oui, absolument. Absolument qu'on a besoin, une fois de plus, de l'argent pour pouvoir régler le cas de monsieur, de l'enfant Fotsi.
je vous dis une fois de plus, c'est une intervention chirurgicale qu'il faut ici, qui est assez délicate, parce que vous voyez, c'est comme un spaghetti qu'il fallait réparer, c'est très délicat, très délicat cette intervention. Et ça, on a besoin des mains expertes. Ça, on en a dans le pays, on en a des mains expertes pour voir de très bons urologues qui peuvent gérer ce genre de problème. Mais simplement qu'on a besoin du matériel, on a besoin de ceci, on a besoin de ça. C'est la raison pour laquelle la société doit également jouer son rôle pour permettre aux médecins de pouvoir agir, de pouvoir aider le petit garçon. Très bien. Irène Tembe est toujours avec nous. C'est pour parler justement de la situation financière de ces derniers. Cyril Fossi-Foko, quelle est sa situation? Actuellement, le montant total des contributions perçues s'élève à 660 050 francs CFA. Donc, ce qui dit qu'il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions amener le jeune Cyril Fossi dans un centre hospitalier, et, afin qu'il puisse retrouver la guérison. Le premier constat, après avoir rencontré les médecins, prouve qu'il faut un peu plus de moyens pour oui, il faut énormément. Son opération. Oui, il faut davantage de moyens. Un peu plus cher que ce qui est arrivé pour sa jambe juste là. Alors, ça va se faire. Ça, je l'imagine, et je suis d'ailleurs convaincu parce que nos téléspectateurs sont prompts à réagir. Alors, Merveille Lonla est une fillette de 6 ans, voyez-vous, qui souffre aujourd'hui dans son cœur et dans son âme, avec notamment ce qu'elle a pu perdre aujourd'hui, puisqu'elle est en train de perdre sa jambe droite également, une jambe qui prend du volume, qui grandit plus que l'autre jambe. Ouais, vous allez d'ailleurs le constater dans le reportage. Sa mère est pratiquement décédée, on se souvient, elle était encore toute jeune à l'époque et aujourd'hui elle a besoin d'aide davantage pour être prise en charge et c'est dans ce reportage que nous vous proposons une fois encore. Je vais raconter. Quand elle est née, un mois après, elle dit qu'elle a lavé. Quand elle a lavé, elle a constaté que le talon était très mou. Elle a touché, c'était très mou. C'est là où ça a attiré son attention. Elle a encore bien touché, c'était mou. Le soir, donc, elle a dit à son mari. C'est là où son mari aussi a prêté attention. Lui aussi, il a touché. C'était vraiment mou. Ils ont commencé, le lendemain, ils sont allés à l'hôpital. On a commencé à essayer de voir ce que c'était. Bon, ils étaient au Gabon, puisqu'elle est née au Gabon. On a essayé de voir ce que c'est. Finalement, on n'avait rien vu. Merveille est orpheline de mère depuis l'âge de 2 ans. Sa génitrice a trouvé la mort en voulant donner la vie. Et Marceline, la grand-mère, peine à digérer ce moment. Quand sa mère ne fait pas vouloir accoucher, elle est morte au Gabon, l'enfant dans le ventre. On voulait seulement oublier. Regarder l'enfant, c'est pour oublier ma mère. On voulait oublier ma mère. L'enfant, la mère de l'enfant aussi. Qui voulait accoucher, elle est morte avec l'enfant au Gabon. La maladie de cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, a permis à sa famille de parcourir des villes et localités du pays dans le but de chercher la guérison. Mais hélas... Depuis qu'on a commencé à marcher dans les hôpitaux, même une pommade, on n'avait pas encore prescrit. Elle tirait, elle traînait ça au pied comme ça. Mais elle ne se levait pas comme elle marchait maintenant. Elle tirait ça au sol, c'était gros, ça pesait vraiment. Le temps là, on l'a amené à Bingbingo, toujours à Bamenda. Donc, on n'avait fait aucun examen. Ni de radio, rien dit, on n'avait rien fait. Il avait juste touché. À Bafoundo, on massait, on bandait, pour que le derrière s'y ressorte puisque c'était plié. Là, on nous a encore indiqué l'hôpital de district à Banjul. Le docteur de People's Clinic, il a dit qu'on peut traiter le pied là, mais c'est seulement en Inde qu'on pourra traiter tout le pied, que lui peut opérer, enlever la masse. Mais il n'est pas sûr que ça puisse guérir. Le mieux sera qu'on aille en Inde. Dépassée par la douleur,
Merveille n'a presque plus jamais adopté une bonne posture. Caresser le creux de son pied reste son sport favori. Puis encore de gratter. Et quand ça gratte, je gratte. Elle se plombe beaucoup, ça demande. La nuit, elle ne dort pas. Moi-même, je ne dors pas parce que quand elle est fatiguée de gratter, elle pose sur moi. Je l'aide à gratter, je l'aide à gratter, je l'aide à gratter. C'est comme ça les nuits. Quand ça ne donne pas, ça la rend triste. Pour aller aux toilettes même, elle utilisait même les toilettes de la voisine. Parce que pour descendre dans nos toilettes même, c'est pas facile. Malgré les examens effectués, le nom de la maladie qui traumatise cet enfant qui a oublié le chemin de l'école n'a véritablement pas encore été révélé selon sa tante. Nous sommes là, nous prions seulement Dieu, que Dieu nous aide. Nous sommes là pour que le monde entier nous aide. Il se reste à trouver même les spécialistes qui puissent nous dire de quoi il s'agit. On a marché sans suite. On ne sait pas ce que c'est. Kuzo pa shite pema. Tango ko kumbe ile tuzo. Ozo to o wo so kon bo mama. Ozo tenta nza tenjima wa shia ozo mama. Tenta nchile joranga mama ma selimpa. Njoko pa njongo pango te maoge at maofa ho te maoge at maofa ho. Te go fomba amba o chiga ameve te min kenyang pa o ku me ala ku le te ping pang mama go ala pura nga. C'est ça. Avant que je meure, que Dieu voit, Dieu est tout. Tout c'est à Dieu. Oui. Tu as oublié seulement que la mère était que comme ça, non. Va donner mon nom avant que je parte. La famille est amortie et même épuisée financièrement. Entre-temps, la petite Merveille ne cesse de perdre le souffle. Quand un enfant passe même à côté d'elle, elle fuit. Quand on dort même sur le lit, elle a toujours peur qu'on va étouffer son pied. Elle fuit. Donc, quand on fait comme ça, là, parfois, elle est malheureuse. C'est à cause de ça qu'elle continue à me demander, ça va finir quand? Quand elle voit les enfants sauter, elle essaye aussi de sauter, ça ne donne pas. Ça la rend triste. Cet enfant n'a pas que son membre inférieur droit comme problème de santé. Sa partie intime connaît également des anomalies. Elle enfle pratiquement au même rythme que son pied. Quand elle grandit, ça grossit aussi comme ça. Mais ça ne fait pas mal, ça ne démange pas. Mais quand elle grandit, ça grossit comme ça là. De quoi souffre cette orpheline de mère, âgée de 6 ans, qui a oublié le chemin de l'école, qui ne peut plus s'amuser avec les enfants du quartier ou se distraire comme les enfants de son âge. Merveille Lonla vous parle à travers son regard, d'un regard social. C'est le cas de la petite Merveille Lonla, docteur Emapi. Vous avez suivi également le reportage avec des témoignages de sa tante qui est restée sa mère aujourd'hui. Qui est restée sa mère, c'est toujours un autre cas social. C'est toujours des histoires comme ça qu'on va avoir un regard social, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on est là. Cette petite, c'est vraiment très difficile pour elle, très difficile. Déjà, il faut avoir un diagnostic précis. J'ai une idée dans la tête, cela devrait plutôt relever du neurologue ou du neurochirurgien, qu'on puisse faire le diagnostic et une prise en charge éventuelle. Ça fait pleurer, ça c'est beaucoup plus avec émotion que je vais parler de cette petite. D'autant plus que c'est déjà en train d'entraîner une autre déformation. Laquelle déformation se situe très certainement au niveau de la hanche, ce qui devrait logiquement poser un autre problème plus tard. Mais il faut déjà régler celui-ci, faire comment est-ce qu'on va ralentir l'évolution de la maladie qui est très certainement neurologique, probablement une neurofibromateuse, c'est ce que je pense. Je dis ça sous le contrôle des neurochirurgiens, des neurologues qui sont à l'écoute. C'est quand même très difficile à régler. Il faut déjà au moins faire des examens et détecter avec exactitude est-ce que c'est véritablement ça.
afin maintenant de voir y a-t-il un traitement véritablement approprié pour la petite et puis qu'elle puisse vivre décemment. D'autres médecins qui ont d'ailleurs regardé le reportage et ont suivi et proposent que ce soit une prise en charge hors du pays parce que chez nous, il n'est pas aisé, il n'est pas facile de pouvoir trouver la solution à ce problème. Je n'ai pas voulu effrayer les téléspectateurs, les bienfaiteurs qui peuvent se prononcer par rapport, mais effectivement, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai parlé de neurofibromateuse, très probablement, c'est effectivement rare, mais on en trouve quand même dans la société, mais pas des formes aussi sévères comme celle-là, c'est des petites boules, c'est des grosses boules parfois qu'on va retrouver éparpillées sur le corps de ceux qui portent cette maladie. Ça va entraîner parfois une déformation de l'œil parce que cette boule va entraîner une retraction du tissu cutané qui rend la peau franchement diesthétique, ce qui n'est pas très bien. Ça, c'est de nouvelles technologies qui permettent de prendre en charge certains cas de neurofibromatose. Très bien. Et nous espérons bien que les téléspectateurs vont davantage faire le geste. De toutes les façons, il faut toujours rester dans l'espoir, dans le positif. Ne pas dire, moi, c'est ma conception en tant que médecin. Faire le maximum pour donner la possibilité à tout individu de vivre assez décemment. En fait, je ne vais pas dire décemment sur le plan financier, mais au moins que quand il y a une maladie, qu'on fasse le maximum, qu'on se creuse la cervelle, qu'on fasse le maximum afin de pouvoir venir à bout de cette maladie. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne décourage pas. Oui, merci déjà de le rappeler et de rassurer en plus la famille qui est donc pratiquement en larmes depuis que ce reportage a été diffusé sur les antennes d'Equinox Télévision, notamment dans l'émission Regard Social. Irène Témé, la situation financière des merveilles Lonla? Tout à fait. Depuis son passage sur ce plateau le 31 octobre 2019 dernier, le montant total des contributions perçues s'élève à 1 406 535 francs CFA. Et on note, d'après les dires du docteur Emapi, qu'il faut encore davantage de contributions pour que la petite merveille puisse retrouver le sourire. Parce que d'après lui, il s'agit d'une neuro... Il vaut mieux ne pas retenir ces expressions-là. Disons simplement que la petite a besoin de l'argent pour pouvoir la soigner. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas le mot qui est important. Très bien. Alors, Donadoni Ngassa, c'est également l'autre cas social qui est passé sur ces antennes. C'est un jeune de 24 ans qui a perdu la forme de son visage et donc une tumeur. Le traumatise d'ailleurs depuis plusieurs années également, puisqu'il est né avec ces petits boutons, tout ce qui est parti dans le bouton au niveau de sa joue et qui s'est transformé aujourd'hui avec son visage qui est carrément déformé. Vous aurez l'occasion de découvrir tout cela également dans le reportage. Et juste après, le médecin nous dira de quoi il est véritablement question, même si on a décidé après avoir diffusé ce reportage sur les antennes d'Equinox Télévision. À bord de sa moto, Ngassam Donadoni, 24 ans, attire presque tous les regards. La déformation de son visage est une sorte de curiosité. Je suis moi parfois découragé même de rester avec certaines personnes parce que ça ne m'arrange pas. C'est juste que je ne peux pas caler à la maison sans sortir. Nous sommes en plein cœur de la ville de Maganté, c'est à l'ouest du Cameroun. Donadoni est un conducteur de moto, une activité qui lui permet de joindre les deux bouts, l'engin qu'il conduit n'étant pas le sien. Non, ça ne se passe pas très bien parce que même la moto, c'est la moto d'un grand frère qui m'aide avec. Donc, me donne la moto, je travaille et puis je lui donne ses 2000 en soirée et puis j'ai ma part. Je parviens à attraper même 1500, même 2000. C'est avec ça que je survis avec. C'est un natif de la localité qu'il a découvert dans cet état. Le bon samaritain, puisqu'il faut l'appeler ainsi, n'a pas hésité à lui proposer ses services pour comprendre le mal qui ronge Donadoni. Lorsque je l'ai aperçu sur sa moto, il venait consommer. Et quand j'ai regardé à travers le rétroviseur, j'ai vu un monsieur assis sur une moto avec un visage vraiment défiguré. Et ma foi, j'étais personnellement perturbé. Donc,
J'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai garé, je l'ai interpellé. Est-ce que tu peux venir, on va discuter un peu. Il est venu, j'ai posé quelques questions. Il m'a dit qu'il souffre, il m'a décrit les conditions dans lesquelles il vit et je ne pouvais pas rester insensible. Et nous avons passé les premières radios pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Est-ce que c'était une tumeur osseuse ou une tumeur qui dérive peut-être du muscle. Et quand nous avons passé la radio, donc nous avons compris pourquoi est-ce que depuis la première intervention, il y avait une récidive. Donc c'est ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, il va se présenter à Regard Social pour que les âmes de bonne volonté puissent également contribuer à sa prise en charge. Gassam Donadoni est né avec cette tumeur qui a épuisé financièrement toute sa famille. En accouchant comme ça, normalement, son jour était déjà comme ça. Là. Parce qu'il y avait un petit boule formé dans son joue. Il y avait un petit boule formé dans son joue. Parce que dès qu'à l'âge de 2 semaines, on constatait déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le jour de l'enfant parce qu'il y avait un petit boule. Mais jusque-là, je ne me suis pas découragé. J'ai beaucoup marché avec lui. Même pas l'indigène. Même hôpital. Ça fait à peu près, bon comme moi, comme la face est devenue autre chose, ça fait à peu près 24 ans que je suis avec 24 ans que je suis avec ce masque. Le jeune homme de 24 ans n'a presque jamais connu des moments de joie, puisqu'il est né avec cette pathologie. La première opération chirurgicale subie dans une formation sanitaire de Mbaganti n'a pas changé sa situation. Il y a environ 14 ans de cela. Il y a de cela environ 14 ans. 14 ans, Maxime. Et comme j'ai eu cette opération à l'hôpital du district de Banganté, bon, avant d'aller là-bas, le docteur nous avait promis que ça ira. Le chirurgien facial nous avait promis que ça ira. Bon, quand il a opéré, l'endroit ici, là, il n'est pas arrivé devant la bouche. Oui. Et là, à l'intérieur, puisque c'était un peu plus ici, là, comme vous voyez le creux au milieu, là. Donc, c'est juste ici, là, qu'ils avaient travaillé. Donc, ils ne sont pas arrivés devant, là. Donc, après, peut-être un mois, après un mois, c'est encore revenu. Donadoni a plusieurs fois tenté d'entrer en contact avec l'équipe de reportage de Regard Social. Mais il a utilisé la mauvaise piste au point d'avoir été dupé par des imposteurs se passant pour des membres de l'équipe de production de Regard Social qui lui ont extorqué même le petit argent qui pouvait l'aider pour sa prise en charge. Étant même à Douala, j'ai même vu des gens là-bas qui m'ont dupé en me disant qu'ils devaient me faire rencontrer le présentateur d'Equinox. Celui qui présente le Regard Social à Douala. Je suis même venu ici, là, j'ai même vendu certains porcs que j'avais au village et pour aller le rencontrer avec. J'ai même vendu, je suis arrivé, ils m'ont dupé jusqu'à aujourd'hui. Quand je l'appelais, son numéro ne passait même plus et ils m'ont pris de l'argent comme ça. Donc, où je suis ici, là, j'ai déjà dépensé même les peu que j'avais, je comptais même que sur mes porcs. Et j'avais vendu, je suis parti à Douala, je n'ai pas eu de solution jusqu'à aujourd'hui. Donadoni est orphelin de père. C'est sa mère qui se débrouille au quotidien pour le soutenir et nourrir également d'autres enfants de la famille. En décidant, il m'a laissé les derniers jumeaux à 4 ans. J'ai fait 4 fois des jumeaux. Il m'a laissé les derniers jumeaux à 4 ans. J'ai fait ma journée. J'ai fait mon... Bon, quand je fais ma journée, je cotise mon argent, si c'est au moins 5 000. Je n'ai pas fait mon petit marché. Je paie même ma tomate, j'ai sale, je vends. Le reste, je rentre avec ce que j'ai à payer. Je paie la nourriture pour venir préparer avec le reste de la tomate que je suis rentré avec. C'est toujours comme ça. Et si je ne vois pas, je fais que le champ. Je fais mon bas, mais je fais mon champ pour puisse sortir soit la patate, le manioc, le macabo dedans pour les nourrir ça avec. C'est ce que je fais dans la vie. À côté de cette humeur qui terrasse le jeune homme, son quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Il est toujours malade. Chaque fois, le palud, le corps cassé. Donc, le mot de tête.
un peu donc de mini-maladies comme ça là. Deux fois le nez, deux fois le crampe. Donc chaque fois, disons après au moins 2 mois, il faut qu'on lui remonte. C'est comme ça qu'on vit ici dedans. Je me suis pas découragé à être ami avec lui. Je l'aimais tel qu'il était. Du jour au lendemain, il ne fait que prier pour son mal. Durant qu'il m'a tout expliqué qu'il a eu son mal depuis la naissance. Je lui ai dit, mon frère, même si tu n'étais plus que cela, je n'aurais dû jamais te jeter. Il faut seulement prier un jour ou l'autre. Dieu va ouvrir ton passage, quelqu'un viendra te donner du soutien au point que tu seras un jour comme nous autres. Donadoni pense qu'il a encore une famille malgré les mauvaises conditions de vie. Cette famille, c'est vous, c'est nous. Je me présente même devant vous. C'est pour leur demander pardon même aux autorités de me venir en aide à toutes les personnes volontaires. Je demande aussi pardon même au ministre de l'Habitat qui a toujours voulu me soutenir. Et Madame Kecha Célestine, elle a toujours voulu me soutenir jusqu'au jour où elle m'avait dit que le jour qu'il y a encore certaines occasions comme ça, que je lui fasse si. Donc je suis aussi en train de lui demander de l'aide. Donc si elle peut vraiment faire ce que on me débarrasse de cette situation, ça va beaucoup me plaire. La prise en charge de Ngassam Donadoni se veut multidisciplinaire. Les médecins révèlent qu'il n'est pas loin de la guérison si et seulement si les moyens financiers sont disponibles. Il peut retrouver sa santé, c'est un problème de prise en charge. Parce que, comme vous le savez, c'est des tumeurs. Je pense que peut-être c'est une tumeur maligne ou une tumeur bénigne, je ne sais pas, parce que c'est l'anapathe qui dira une fois l'intervention réalisée. Mais en attendant, les experts, c'est-à-dire le chirurgien maxillofacial, les chirurgiens dentistes et même les ORL vont mettre leurs compétences ensemble pour trouver réellement la piste, comment faire pour qu'il sorte de cette situation et pouvoir construire sa vie. Parce qu'un jeune, quand vous arrivez, je peux dire quand on arrive sur la terre, on a un devoir à remplir. Et s'il ne peut pas remplir son devoir sur la terre, vous-même vous comprenez que c'est l'amertume pour toute la famille. Donc voilà, je pense à mon humble avis qu'on peut vraiment remédier à ces situations. On sait que vraiment, comme le Seigneur, le bon Dieu a envoyé son frère de venir lui trouver. Ils n'attendaient pas lui-même, ils n'attendaient pas. Le bon Dieu les a réunis au marché là. Vraiment, je supplie aussi la population de m'aider avec cet enfant. Parce que vraiment, j'ai déjà tant fait, beaucoup dépensé. Je ne savais pas. Mais je priais toujours que vraiment, un jour ou l'autre, le Seigneur va envoyer son docteur sur le terrain qui... Docteur Imapi, c'est un autre cas, le cas de Donadoni Ngassam, qui aujourd'hui, on voit bien qu'il a un visage déformé carrément, et ça c'est depuis 24 ans aujourd'hui, depuis sa naissance. Oui, je crois que ce jeune garçon n'a peut-être pas de chance, parce que ses parents, ils ont quand même parcouru un bon nombre de formations sanitaires. Peut-être pas ce qu'il fallait faire, parce que quand elle va dire qu'elle allait partout, tu as peut-être vu ici, mais une chose est sûre, il y a eu une intervention chirurgicale. La première chose à faire ici, c'est de faire un diagnostic, un bon diagnostic. C'est clair, c'est une tumeur. Il faut déterminer quelle est la nature de cette tumeur. Est-ce que c'est une tumeur maligne? Est-ce que c'est une tumeur bénigne? On sait aujourd'hui que même les tumeurs malignes ont accès à un bon traitement. Donc la première des choses, c'est de voir un spécialiste, beaucoup plus soit un chirurgien maxillofacial ou un ORL ou un cancérologue on va peut-être faire une biopsie et dire quelle est la nature de la tumeur avant d'envisager quel est le traitement le plus approprié, médical, chirurgical, médical et chirurgical. C'est ce qu'il y a lieu de faire ici. Très bien. Maître Tchégué, nous sortons bientôt de ce programme.
vous avez un mot à dire par rapport à ce reportage, par rapport au cas de Donadoni? Donc, ce que je voudrais dire, c'est une fois interpeller les hommes de bonne volonté et surtout interpeller les Camerounais à l'achat des institutions sanitaires qu'au regard de coûts de vie extrêmement chers concernant les soins dans nos hôpitaux qui ne perdent pas de vue qu'ils ont un aspect social qu'ils doivent également accomplir. Que des cas comme ceux-ci, au-delà de la pauvreté, qui empêchent les Camerounais pour pouvoir avoir un accès fluide aux soins médicaux, ils ont également le volet social qui rentre dans les missions légaliennes de l'État qu'ils assument dans le quotidien. Ils doivent faire l'effort de prendre également aussi en charge des personnes vraiment démunies qui se retrouvent dans cette situation. Parce qu'à travers cette initiative, ils pourront sauver la vie à beaucoup de Camerounais qui pourront être utiles à notre société demain. Merci. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu partager avec nos chers téléspectateurs. Et également que tout cela se passe tel que vous souhaitez, c'est-à-dire encourager ceux qui sont en difficulté. Docteur Emapi, merci également. Merci de nous avoir conviés à cette émission pour débattre de ces sujets. Je me joins à lui. Au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même une couverture sanitaire universelle dans notre pays. C'est-à-dire que qu'on puisse aller à l'hôpital sans avoir forcément besoin d'argent et qu'il y ait une structure qui soit à mesure de gérer tout ça. Franchement, que cela se mette en place et que tout le monde ait un accès facile aux soins. Parce que quand vous savez que vous avez l'argent à débourser, qu'on n'en avait pas, c'est clair, vous n'allez pas à l'hôpital. Et plus on traîne à la maison, plus la maladie s'aggrave. C'est le cas par exemple pour ce petit, où c'était une petite boule qu'on aurait pu traiter très rapidement, mais on a très certainement attendu que cela grandisse avant qu'on vienne à l'hôpital. Et là, c'est difficile. En général, franchement, s'il y a cette structure qui permet de faire que tout le monde aille à l'hôpital sans se poser la question de savoir est-ce que je vais payer de l'argent, je crois qu'on réglerait beaucoup ce genre de situation. Merci. Merci. Vous êtes médecin, chirurgien, j'allais dire gynéco-obstétricien. Voilà, merci d'avoir accepté également notre invitation. Irène Temé, vous n'êtes pas partie, c'est pour nous rappeler la situation financière de Donadoni? Tout à fait. Le montant, c'est 217 000 francs CFA. Il y en a encore beaucoup à faire. Oui. Et nous invitons nos chers bienfaiteurs à mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de leur petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16. Et bien vouloir, Flavien, préciser le cas pour lequel ils sont en train de contribuer. Très bien. Je vous dis merci d'être venu également. Merci à vous. Voilà, vous êtes venu faire votre travail comme on le dit d'habitude. Également, merci à Eric Ouattat, merci à Georges Mitterrandam, Cédric Nana, Cédric Chouna, Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social, et puis l'inépuisable Samuel Tchoufa, chef opérateur de Regard Social également. On va dire merci à Jean-Paul Chugnot, Xavier Foka, Julienne Bette-Bissaï pour les reportages, et également merci à ce public qui est toujours avec nous comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.